Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Dans son coffre, une arme chargée, une machette, des drapeaux de la France. Si un jour, malheureusement, les Juifs sont menacés, y compris physiquement en France, je pense qu'ils auront plutôt intérêt à venir se réfugier chez un militant de la France insoumise que dans un militant de l'extrême droite. Par contre, je serai présente pour dire mon soutien à l'antisémitisme. L'antisémitisme reste notre ADN. Danielle Obono est une militante antiraciste et antisémite. Les écologistes ont toujours marché pour l'antisémitisme et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Nous sommes en guerre. Ah là là, est-ce que ça va s'arrêter un jour de dire nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, on se le demande. Bonjour, on est lundi et il s'est passé beaucoup de choses et ça n'arrête plus, notamment cette manifestation dont on va parler assez longuement, le 22 mars, samedi, contre le racisme, l'antisémitisme et l'extrême droite. Alors c'est intéressant ce qu'on peut entendre dans une manifestation contre le racisme, l'antisémitisme et l'extrême droite. Tout ça au nom évidemment de l'antifascisme, l'antifascisme organisé comme on sait. Donc on va en parler avec notre ami Yvan Rioufol notamment, et puis Maud Koffler qui a suivi la manifestation pendant un bon moment, nous racontera aussi ce qu'elle a vu. Vous allez voir aussi, il y a des lapsus très intéressants qui se passent à ce moment-là, tout à fleur, et puis ensuite, on va parler de quoi? Eh bien, de cette révélation ou pas, quand même, les 80 000 pages du dossier sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Des tas de choses n'avaient pas été dites et ça y est, c'est déclassifié. Et on va en parler avec Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction d'Omerta et qui a été très longtemps correspondant aux États-Unis, qui connaît bien le pays. Et c'est très intéressant quand même ce qu'il y a. On dit, il n'y a pas de révélation fracassante. Oui, mais il y a des révélations remarquablement intéressantes. On va évidemment en parler, puis vous savez, les perles, les nuées, bravo. Et la leçon magnifique de François Hollande, comment travailler efficacement et surtout fructueusement sans trop se fatiguer. C'est une leçon de François Hollande qu'il faudra retenir. Et enfin, en seconde partie d'émission, eh bien, la révolution par les territoires. Oui, Frédéric Salabarou et Éric Hazan ont écrit un livre très intéressant. Est-ce qu'on peut encore réformer la France ou ce sera vraiment la révolution à suivre? Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Écoutez, en tout cas samedi, il y avait un certain nombre de gens, de dizaines de milliers de gens à travers la France, qui étaient dans tous leurs états, donc organisés par la France Insoumise, la CGT et d'autres associations, une manifestation nationale en lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'extrême droite, donc avec effectivement Médine, Rima Hassan, Ercilla Soudé, Louis Boyard, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, des discours, voilà, assez musclés, donc ministre à l'Intérieur, 91 000 personnes à travers la France, 3 000 personnes selon la police à Marseille, 10 000 selon la CGT, toujours la même chose, 21 000 à Paris. Alors, voilà. Et on a entendu un certain nombre de slogans qui est même pour une manifestation contre le racisme et l'antisémitisme, peut-être pose question, écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ça, c'est le slogan, effectivement, des antifascistes, Siamo tutti antifascisti. Mais en même temps, antifascisti, oui, mais quand on entend ça, qu'est-ce qu'on peut penser ? À bas l'État, les Juifs et les fachos. Vous savez, on a passé un peu de temps pour entendre ça, mais c'était bien ça. On l'entend 3 ou 4 fois très très fortement. À bas l'État, les Juifs et les fachos. Alors,
moi je veux bien. Est-ce que c'est vraiment le signe d'une manifestation antiraciste? Alors bon, non, il y avait, voilà, il y avait ça. Alors la variante c'était abat l'État, les flics et les fachos, sans doute pour indiquer les flics juifs, bien sûr. Peut-être qu'on les précise comme ça. Et puis alors c'est intéressant parce que évidemment les questions, alors il dit mais attendez, est-ce que c'est une manifestation antisémite, est-ce que ce n'est pas toujours pareil l'appel Et Manuel Bompard avait répondu la veille effectivement sur Nice Matin. Manuel Bompard, je rappelle, le porte-parole de la France Insoumise, et voici ce qu'il disait. Il disait, si un jour malheureusement les Juifs sont menacés, y compris physiquement en France, je pense qu'ils auront plutôt intérêt à venir se réfugier derrière ou chez un militant de la France Insoumise que dans un militant de l'extrême droite. Eh ben, je suis d'accord. Eh ben voilà. Donc selon Manuel Bompard, si un juif est donc menacé, c'est à la France Insoumise qui trouvera son plus sûr soutien. Alors on peut se poser quand même des questions. D'ailleurs, il y a un certain nombre de membres, par exemple, l'Union juive française pour la paix. Voilà, je ne sais pas combien ils sont, mais on a entendu ça aussi dans la manifestation de samedi. Écoutez cette femme. Nous, en tant que juifs, c'est clair que si on doit être protégé par quelqu'un actuellement en France, c'est vraiment vers Mélenchon et la France Insoumise qu'on irait se cacher, et certainement pas vers Le Pen, ni même vers Macron, ni encore moins Retailleau, etc., etc. Alors voilà, effectivement, c'est intéressant de savoir qui protège qui, et de toute façon, il n'y a pas les juifs, il y a des juifs, il n'y a pas les musulmans, il y a des musulmans, il n'y a pas les chrétiens, des chrétiens, enfin, cette chosification quand même déjà, le moins que l'on puisse dire, pose problème. Yvan Rioufol, bonjour. Bonjour. Yvan Rioufol, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, on va pas vous présenter, vous étiez à la manifestation du 22 mars, vous avez été présent. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, ce que j'ai vu surtout, c'est un flot de drapeaux, mais de drapeaux étrangers, de drapeaux palestiniens, pour une très grande majorité, de drapeaux algériens, et peut-être un ou deux drapeaux français. Donc ce que j'ai vu, c'était une manifestation... il y avait quand même des drapeaux français. Peut-être un ou deux pour équilibrer mon propos, mais un ou deux dans la masse. C'est-à-dire, c'était insignifiant. C'est-à-dire que toute cette foule se reconnaissait d'abord à travers des drapeaux étrangers et des drapeaux qui portent des querelles contre la France. C'était une grande manifestation qui montrait, sans lapsus, un rejet de la France à travers la cause palestinienne, qui fédérait la grande partie de cette extrême gauche, et un rejet de la France à travers ces drapeaux algériens qui aussi cautionnaient dans le fond un contentieux qui est ouvert par le gouvernement algérien vis-à-vis de la France. Donc ce que j'ai vu, moi en tout cas, c'est la grande imposture, plusieurs grandes impostures dans le fond. D'abord la grande imposture de l'antiracisme, qui porte maintenant une parole anti-juive, antisémite, anti-française, la grande imposture également de la lutte contre l'extrême droite, puisque tandis qu'il y avait cette manifestation, un rabbin se faisait agresser à Orléans par un jeune musulman, et demain vous aurez... palestinien d'ailleurs. Et demain vous aurez Jordan Bardella et Marion Maréchal qui seront reçus par le gouvernement israélien. Donc, et l'on voit bien que ce discours pour éradiquer l'extrême droite est un discours qui est également cautionné par la Macronie et par une grande partie de ceux qui sont au pouvoir. Donc il y a quand même un lien entre la France insoumise, c'est pour ça que je m'inquiète beaucoup malgré tout de l'apathie du gouvernement, un lien entre la France insoumise et l'État profond, dans le fond, parce qu'ils portent eux-mêmes cette même diabolisation de l'opposition par l'extrême droite. Et donc vous avez toute une dérive fascistoïde. Et ce que cela a démontré, dans le fond, pour être plus rapide, c'est que les nouveaux racistes et les nouveaux fascistes se présentent comme étant antiracistes et antifascistes. C'est exactement ce qu'ont dit Winston Churchill et Pier Paolo Pasolini. Pasolini, le grand écrivain communiste, écrivait il y a déjà 40 ans, le fascisme peut revenir, mais sous les couleurs de l'antifascisme. Et Winston Churchill, les nouveaux fascistes s'appelleront les antifas, les antifascistes. Maud Koffler, vous étiez aussi, vous faites émission avec moi, vous étiez aussi à cette manifestation. Vous, qu'est-ce que vous avez vu?
Alors déjà c'est assez bizarre parce que moi je suis arrivée par une petite ruelle qui me menait au grand cortège. Je suis tombée d'abord sur une espèce de rave party LGBT dans cet énorme cortège. Ah oui, il y avait les LGBT aussi. Oui, qui criaient on est PD. Bon, mais sauf que dans ce marasme avec des drapeaux palestiniens partout, ça faisait assez bizarre parce qu'il faut quand même leur rappeler que dans certains pays palestiniens, les homosexuels, on les jette des toits. Donc c'est toujours bon de rappeler certaines choses comme ça. Ensuite, dans certains pays islamiques. Oui, absolument. Cette manifestation, vous avez très bien fait de rappeler qu'elle avait été organisée par la France Insoumise contre le racisme et contre l'extrême droite. L'extrême droite, pour eux, ça va de François Bayrou à Éric Zemmour, de Bruno Retailleau à Marine Le Pen, et si l'on en croit certaines affiches que vous avez vues comme moi, il y avait des affiches, des slogans, des choses écrites, de Cyril Hanouna au maréchal Pétain. Alors, je pense que vous avez vu la même affiche que moi, Yvan Rioufol, avec ses visages. Donc pour eux, lutter contre le racisme, la xénophobie et toutes sortes de rejets de l'autre, finalement, c'est hurler à bas l'État, les juifs et les fachos, comme vous nous l'avez fait écouter, inscrire sur des pancartes à bas les blancs, il y avait aussi ce genre de slogan, et écrire sur du mobilier urbain égorge un sioniste, par exemple. Oui, c'est intéressant, effectivement, de voir ça. Et ça a été quelque chose, en fait, et vous dites vous-même, il y a beaucoup de jeunes, hein, c'est ça ? Il y avait énormément de jeunes. C'était la France black blanc beurre, comme on dit. Quasiment aucun drapeau français, vous l'avez dit, Yvan Rioufol. D'ailleurs, il paraît que c'est fasciste d'avoir des drapeaux français sur soi, mais ça vous en on le dira bientôt par Marine Tondelier, effectivement. Oui, absolument. Mais donc, à tous ceux qui disent que ce n'était pas une démonstration de force parce qu'il n'y avait que 20 000 personnes, c'était 20 000 jeunes. Et ça, faut vraiment le souligner. C'était très jeune, c'était des collégiens, des lycéens, voilà. Alors justement, comme Maud Koffler, Yvan Rioufol, non seulement vous y étiez, mais effectivement, on se demande, et la question, moi, vraiment, que je me suis posée, au-delà de tout ça, on dit oui, mais vous comprenez, c'est pas possible, les manifestations antisémites et tout ça. Mais où est l'opposition ? Où est, en principe, on nous dit toujours, regardez, le Rassemblement national a 11 millions d'électeurs, les Républicains, les ceci, mais au-delà de ça, comment il se fait que, enfin, corrigez-moi si je me trompe, les dernières manifestations de ce qu'on appelle la droite, mais c'est au-delà de la droite, c'était l'école libre en 1983. 84, c'est ça. C'était effectivement la manif pour tous en 2013, qui a drainé plus d'1 million de personnes. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est l'éloge du vide ? Il y a personne dans la rue. Enfin, je ne dis pas que ça va se régler dans la rue, mais c'est quand même intéressant de voir que ce qu'on appelle l'opposition ou la droite, d'ailleurs la droite elle n'est pas dans l'opposition spécialement, mais qu'est-ce que c'est que cette absence cette apathie me fait peur parce que en effet on pourrait se rassurer de l'échec de cette manifestation en disant que dans le fond la France créolisée de Mélenchon a fait un flop, ce qui est la vérité. Mais d'abord il faut bien voir que cette France créolisée était d'abord très largement une France islamisée. Et donc il y a cette menace islamiste qui ne veut pas être prise en question, qui n'est pas nommée par le gouvernement, qui n'est pas nommée par une partie de la droite non plus. Et effectivement, il devrait y avoir un grand sursaut, une grande révolte, en tout cas de toutes les droites réunies. Mais précisément parce qu'elles ne se réunissent pas, il ne peut pas y avoir ces grandes révoltes-là. Une grande révolte contre cette menace existentielle qui est portée aujourd'hui, pas simplement aux juifs qui sont agressés par des musulmans ou pas sous les mots d'ordre de la c'est la Russie la menace existentielle aujourd'hui. Oui, non, c'est la France maintenant qui est menacée. C'est la France qui est la cible de ces gens-là, en tout cas, avec la passivité du pouvoir. Or, malheureusement, je me rends compte que la droite qui se divise par des querelles d'ego imbéciles est incapable, elle aussi, de promouvoir une grande manifestation de masse qui mériterait aujourd'hui, face à cette menace existentielle qui ne vient pas de la Russie, mais qui vient bien non seulement de cet islam colonisateur que l'on a vu à travers ces drapeaux, mais qui vient également de la grande lâcheté, de la traîtrise des gens qui nous gouvernent. Et c'est ceci qui est insupportable. Et donc, j'appelle, si ma voix avait quelque importance, j'appelle justement à une grande manifestation de rejet de ce qui se passe aujourd'hui à travers cette manipulation de l'antiracisme, cette manipulation de la lutte contre la judéophobie, contre l'islamophobie, le sionisme, excusez-moi, je m'en perds un peu dans tous ces mots, dans tous ces faux nez, parce que vraiment il y a une succession de mensonges, et j'ai vu également une pancarte où il
il disait qu'il fallait également lutter contre l'islamophobie, mais il faut arrêter. Enfin, les musulmans ne sont pas les juifs d'aujourd'hui, comme il est prétendu qu'ils le seraient par la partie de la France insoumise. Encore une fois, il ne faut pas parler. Oui, bien sûr. Les attaques contre les musulmans, qui sont maintenant innombrables en France, sont beaucoup moindres que les attaques contre les juifs ou que les attaques contre les chrétiens. Donc, vous voyez, il y a toutes ces impostures qui, moi, m'ont sauté au nez et qui devraient mobiliser la droite. Or, la droite, pour l'instant, n'arrive même pas à parler d'une seule voix sur les problèmes essentiels. Elle pourrait se chamailler sur les problèmes économiques, si on peut bien le comprendre, mais sur les problèmes existentiels, les problèmes vitaux, les problèmes culturels et identitaires, elle devrait, je pense à Retailleau par rapport à Marine Le Pen, etc., ou Wauquiez, etc. Tous ces gens-là devraient se rassembler et appeler unitairement à manifester pour dénoncer les fossoyeurs de la France. Sauf que leur slogan le plus notoire, c'est le tout à l'ego. Voilà, c'est moi, moi-même et moi. Et je voudrais juste, en vous remerciant Yvan Rioufol, vous faire entendre quand même une série très intéressante, ça s'appelle le Lapsus. Évidemment, on en fait tous, mais regardez une série de lapsus faits par un certain nombre de personnalités politiques. Écoutez. Danielle Obono est une militante antiraciste et antisémite. Il y aura des insoumis dans la rue dimanche, mais il y aura des insoumis fermes et déterminés à faire en sorte que l'antisémitisme reste notre ADN. Moi, je ne marcherai jamais avec ces gens-là. Par contre, je serai présente pour dire mon soutien à l'antisémitisme. Très sincèrement, les écologistes ont toujours marché pour l'antisémitisme, mais c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Par conséquent, s'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien. Moi, je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le Pen. Oh là, quelle horreur. Jean-Luc Mélenchon, vous alliez dire? Non, allez, j'en arrête. Certains de mes amis. Mais arrêtez. Là, vous voyez, vous allez me mettre encore plus en. Vous allez dire quoi alors? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Voilà, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit Jean-Marie Le Pen. Bon, écoutez, c'est encore une fois des lapsus. Mais le lapsus n'est jamais innocent. C'est toujours intéressant de l'entendre. Voilà ce qui a pu se dire et ce qu'on peut retirer effectivement de cette manifestation. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et vous savez, on a beau dire oui, ils ne sont que 20 000, 25 000. Ça veut rien dire, les chiffres. Ce qui veut dire, ce sont les courants. Et les courants, ça met du temps. Vous savez, pensez toujours au temps long. C'est ça qui est important. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Que se passe-t-il effectivement avec la déclassification des dernières archives du gouvernement relatives à la mort du président John Fitzgerald Kennedy? Rappelez-vous, c'était en 1963. On va en parler tout de suite avec Régis Le Sommier. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a appris avec ces 80 000 pages qui viennent de sortir. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Most of all I dreamed I forgot the day John Kennedy died. The Day When John Kennedy Died, c'est Lou Reed, le fameux chanteur du Velvet Underground. The Day Kennedy Died. Oui, ça fait quand même pas mal de temps. Eh bien, 80 000 pages ont été déclassifiées par le gouvernement Trump sur l'assassinat de Kennedy, et elles recèlent beaucoup de choses. Régis Le Sommier, je rappelle que vous êtes reporter de guerre, vous dirigez la rédaction de la plateforme Omerta, et vous venez d'écrire Qui est le diable aux éditions Max Milo. C'est assez prémonitoire, parce que le diable, en ce moment, il est aussi dans tous ses états comme moi. Mais justement... vous avez été donc 10 ans correspondant de guerre, je l'ai dit, et vous avez regardé un peu ce qui s'est passé avec cette déclassification, et au téléphone, vous m'avez dit, oui, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, il y a quand même beaucoup de choses, et en même temps, on est un peu tous frustrés parce que il n'y a pas de preuve absolue. Alors, c'est-à-dire, on sent bien que la CIA, le FBI, la mafia américaine, tout ça mélangé, se retrouve à peu près à tous les niveaux de cet assassinat, et on peut probablement aujourd'hui tisser l'hypothèse que Kennedy a été assassiné par quelqu'un
aux États-Unis, enfin à l'intérieur des États-Unis, et tout ça porte la marque de la CIA. Son fils d'ailleurs, son neveu, Robert Kennedy Jr. avait dit dans la campagne, et il avait dit une déclaration fracassante. Il avait dit nos ennemis, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes, c'est des gens qui ont fait tuer mon oncle et mon père. Mais voilà. est-ce que et ils sont ici. Oui, et ils sont ici. Alors justement, une chose, Régis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec, je dirais pas certitude, mais presque, que quand même la CIA a joué incontestablement un rôle dans l'assassinat de Kennedy? Est-ce qu'on peut le dire? C'est certain. D'abord, le contexte montre que Kennedy avait la CIA en ligne de mire. C'est-à-dire, il voulait faire ce que réussira partiellement plus tard Ronald Reagan, c'est-à-dire la faire rentrer dans sa boîte. Parce que ce que révèlent ces 63 400 documents, c'est surtout tous les coups tordus. La CIA est prête. C'est une organisation de voyous qui s'allie à la mafia, qui, par exemple, empoisonne le sucre cubain à destination de l'Union soviétique, fait assassiner des vaches en Allemagne de l'Est. Bon, c'est la prime à celui qui aura l'idée la plus saugrenue pour s'attaquer au monde communiste, pour s'attaquer à Castro. Ce que révèle vraiment, là, on l'histoire avec comprend. Cuba, c'est dingue. Bien sûr. Et puis ceux qui veulent en remettre, repréparer une opération comme la baie des cochons, qui avait été un échec. On sent bien qu'il y a derrière tout ça une sorte d'organisation de cerveau maléfique qui un petit peu défendrait les intérêts des États-Unis et est prêt à ratatiner tout ce qui se dresse sur son passage. Et c'est là que Kennedy apparaît. Et en fait, il y a un truc qui est quand même très intéressant dans ces. On comprend que Kennedy, au pouvoir, avait vraiment l'intention de changer l'Amérique. Il avait vraiment l'intention d'appliquer un programme. Ça vous rappelle quelque chose en ce moment? Lui aussi victime d'une tentative d'attentat. Absolument. Bon, s'il n'avait pas tourné la tête, voilà. Donc Donald Trump veut aussi changer les choses et il bouscule l'ordre intérieur. Et là, ce qui est très intéressant dans ces documents, dans ces documents déclassifiés, oui. Vraiment, on voit des choses assez intéressantes. D'ailleurs, on apprend plein de choses. Mais on apprend par exemple que l'Union soviétique avait averti les États-Unis que le président était sur le point d'être assassiné. C'est un document, un certain russe qui s'appelait Sergueï Tchernokov, qui affirme que les autorités soviétiques lui ont dit que Lee Harvey Oswald, celui qui est officiellement accusé d'avoir tué Kennedy, prévoit de tuer Kennedy. Alors Lee Harvey Oswald, ils l'ont, les Russes, parce qu'il avait été à Moscou. Oui, bien sûr, avant, il a fait un séjour là-bas. Et donc, ce personnage alerte le directeur des services des conseillers spéciaux du département d'État américain. Et en fait, les autorités ignorent cet avertissement. Tout à fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'a aussi fasciné, Régis Le Sommier, c'est que, par exemple, que 47% des diplomates américains dans le monde étaient de la CIA. Bien sûr. 47%, c'est pas la moitié. Donc 250 sur le territoire français. Voilà, à un moment. ils étaient, 100, alors il dit 123 agents de la CIA à l'ambassade des États-Unis à Paris. Oui, voilà. Déjà. Donc, déjà, et puis c'est quand même incroyable. Alors après, rien n'étonne, on ne sera pas étonné quand à un moment, il y a une dizaine d'années, on avait découvert que l'étage supérieur de l'ambassade des États-Unis était en gros une sorte de planque de la CIA, une sorte on va dire de base avancée dans Paris. Ça, on l'a découvert. Il y a eu des choses. Et puis, disons que ce qui est intéressant, ça vient en complément d'autres ouvrages. Moi, je ne cesse de recommander ce livre d'Éric Branca qui s'appelle L'ami américain, qui lui, là, c'est plutôt les archives du FBI ou de la diplomatie américaine. Mais on apprend que une partie, notamment, il cite même des diplomates dans les années 50, 60, Wells Stabler, notamment, qui était numéro 2 à l'ambassade des États-Unis, qui était chargé à Paris, de distribuer des enveloppes pour arroser la classe politique française, à condition qu'elle soit anti-De Gaulle. C'est-à-dire de Antoine Pinet jusqu'à Daniel Cohn-Bendit, l'Amérique était très large, très généreuse avec même ceux Daniel qui s'opposaient. Cohn-Bendit aurait été arrosé. D'après ce que dit Éric
dire, cas. oui. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, donc il y a à la fois le soft power, la corruption par l'argent, et puis évidemment le travail d'espionnage purement et simplement. Et ça, tout ça est révélé par ces. Mais surtout à l'époque, c'est l'objectif, c'est Castro. Vraiment, c'est Cuba, c'est l'échec de la baie des cochons, la crise des missiles. Et on sent bien qu'il y a un bellicisme aux États-Unis pour abattre cette espèce de menace soviétomorphe qui est aux frontières. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'année d'avant, l'année précédente, Khrouchtchev avait installé des fusées soviétiques à Cuba, et qu'en 48 heures, il a failli avoir la guerre, et il les a sortis. C'est lui qui a fait le premier pas. Quelques parallèles à faire avec aujourd'hui, l'OTAN, etc. Non, mais c'est très intéressant. En effet, vous avez raison. C'est assez parlant. Juste un mot aussi, Régis Le Sommier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans, alors cette déclassification donc n'apporte pas de révélation fracassante. On ne sait pas parce qu'il faut tous les regarder. Mais il y a 80 000 pages, on n'a pas eu le temps. Mais dites-moi alors, pour ceux qui disent que d'autres services, parce qu'on a beaucoup entendu ça depuis quelques jours, d'autres services secrets, comme le Mossad israélien, comme d'autres seraient impliqués, les Australiens, et quelqu'un dit, écoutez, c'était une cabale, en tout cas une cabale de plusieurs services de renseignement. C'est pas CIA contre soviet, c'est une espèce de cabale il fallait supprimer Kennedy. Est-ce que c'était déjà ce que Trump appelle l'état profond, le deep state? Je pense complètement. Je pense, si vous voulez, ce que tissent ces révélations, si on les met bout à bout, et ce serait passionnant d'écrire un livre justement là-dessus. Il faudrait s'y pencher, regarder document après document, et essayer d'en sortir. Et je pense que déjà un certain nombre de personnes le feront. Mais ça montre en effet qu'un président rebelle, je donnais l'exemple de Trump. Bon, il n'a pas été tué, mais c'est vrai qu'il y a dans le profil, il a été proche, mais dans le profil de certaines des personnes qui ont tenté de l'assassiner, il y avait quand même un ancien militaire wokiste ayant vendu des armes ou facilité l'accès à l'Ukraine pour des mercenaires. Enfin, il y avait quand même des gens qui étaient dans le camp Biden, dans le camp, dans une Amérique hostile à Trump. Et quand un président essaye de changer les choses et qui ne coche pas les cases de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, eh bien, il va pas dans le sens ou des néoconservateurs ou d'une certaine vision de la domination de l'Amérique dans le monde. Eh bien, à ce moment-là, il se met en grippe. Et c'était le cas avec Kennedy. Kennedy, qui a déclenché la guerre du Vietnam, voulait l'arrêter. Ça aussi, c'était un vrai problème. Et là, il y a aussi un personnage qui apparaît dans ces documents, c'est Lyndon Johnson, son successeur, qui a une certaine complicité aussi étrange avec Jackie Kennedy. Tout ça, évidemment, on a vu des conversations qui ont été révélées entre les deux, parce qu'il y a aussi des documents filmés. On revisite des écoutes téléphoniques, etc. Bien sûr, la vidéo de Zapp Roder, vous savez, cette fameuse vidéo qui avait été vendue une fortune à Time Magazine, où on voit le président prendre une balle dans la tête, et là on se rend compte que probablement le garde du corps qui est à l'avant avait un pistolet à la main. Donc mais on ne sait pas, on n'est pas sûr de ça. Mais tout ça est quand même mis. Le garde du corps, et on dit que la balle est arrivée comme ça directement. Il y a plein d'hypothèses, mais en tout cas la commission Warren, vous savez, qui s'était penchée pendant très longtemps sur cet assassinat, n'a retenu que Lee Harvey Oswald. Officiellement, c'est un déséquilibré. Voilà, on dira ça. Oui, on connaît le terme déséquilibré. Exactement. Dans notre cher et doux royaume. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Régis Le Sommier, juste pour terminer là-dessus, cette espèce de non pas d'envie, mais d'actualisation, d'incarnation, de classification, puisqu'on attend Bob Kennedy, après le père de l'actuel ministre de la Santé, et puis le dossier Epstein, qu'on attend toujours, qui avait été annoncé, le fameux pédocriminel qui avait beaucoup de choses, beaucoup de caméras et beaucoup de vidéos sur les gens qu'il invitait dans son île, dans sa fameuse île. Est-ce qu'à votre avis, ça va se continuer, ça va se faire, c'est parti pour? Écoutez, moi je trouve la principale information, et je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus, enfin je vais le répéter, mais je l'ai dit, mais c'est vraiment la dérive de la CIA. Le FBI est dedans, mais la
la CIA instrumentalise la mafia américaine et la mafia cubano-américaine dans des buts d'assassiner Castro. Donc ça, c'est écrit. Ce qu'on sait, c'est que la CIA, dans les années 60, a organisé tout un tas de coups d'État dans le monde, Allende, au presque Brésil. des dizaines de coups d'État. Au point que, en 1983, Ronald Reagan, bien conscient de ce problème, va commencer à fabriquer, on va dire, des officines un peu moins visibles, mais et un peu plus vertueuses. Je pense en particulier à la NED, National Endowment for Democracy. Vous savez, ce genre de choses qui vont devenir un peu les cache-sexe des révolutions de couleur, des printemps arabes, des choses, voilà. Les ONG sorosiennes un peu. C'est ça. Et on va essayer de codifier tout ça pour montrer pour quelque part remettre la CIA dans sa boîte. Et en fait, c'est bien le problème. Et l'enseignement principal, et c'est pour ça que ces documents n'avaient pas été déclassifiés, parce qu'il y a eu un paquet de documents, au moins 50 000 qui avaient été déclassifiés en 2017 déjà. Donc on savait à peu près la teneur, on savait qu'on n'aurait pas de preuves absolues. Mais on n'allait pas à ce point, là c'est clair. On ne comprenait pas ce qui se passait dans la tête des hommes de la CIA. Et je vous dis, c'est la foire d'empoigne à qui trouvera l'idée la plus tordue pour, je vous dis, empoisonner des vaches, même mettre du savon dans du lait en poudre pour des gamins en Allemagne de l'Est. Enfin, des choses comme ça, voilà. Mais oui, c'est hallucinant. Merci Régis Sommier, je crois qu'on va suivre tout ça. Et je rappelle que vous êtes non seulement un grand reporter de guerre, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, et je recommande votre livre « Qui est le diable ?» aux éditions Max Milo. En fait, en le lisant, je crois qu'on commence à comprendre un peu plus qui sont les diables, parce que malheureusement, il n'y a pas qu'un seul diable. Et il est dans le détail. Et il est dans le détail, absolument. Et il s'habille en Prada, bien sûr. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gauche, droite, antisémite, antifasciste, islamophobe. Ça vole haut, hein, en ce moment, ça vole haut, non. Évidemment, c'est une figure de style de dire que ça vole haut. Franchement, pour cacher les vrais problèmes, rien de tel que les assignations à résidence, les étiquettes, les petits mots qui permettent, les béquilles qui permettent d'éviter la discussion. Voilà un peu où on en est, franchement. Et vous allez voir encore un exemple. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Flotte, petit drapeau, flotte bien haut, image de la France. Alors le drapeau français, d'abord, effectivement, et Marine Tondelier, qui a donné une interview sur BFM TV, Marine Tondelier, la présidente de Europe Écologie Les Verts, a rappelé qu'effectivement il n'y a pas que l'extrême gauche, et qu'il n'y a pas que un certain nombre d'islamistes ou d'intégristes qui frappent et qui tuent. Il y a aussi, il y a une extrême droite, il faut pas dire qu'elle n'existe pas, c'est pas vrai, elle existe, simplement elle n'est pas partout. Quand on commence à traiter Bruno Retailleau et n'importe qui d'extrême droite, dès que vous avez une parole dissidente, c'est évidemment n'importe quoi. Mais elle rappelle qu'il y a eu, il y a quelques mois, un meurtre, et un meurtre qui méritait qu'on le rappelle, mais en même temps, et c'est là où on voit quelque chose qui ne tourne pas rond dans la parole d'un certain nombre de nos politiques. Écoutez Marine Tondelier. L'affaire du meurtre de Jamel Benjala, qui est à Dunkerque et qui a été assassiné par le chef dans le Nord des Brigades Patriotes du Nord, qui est un groupe fasciste, un groupe Telegram avec beaucoup d'inscrits. Chez lui a été retrouvé une vingtaine d'armes, dans son coffre une arme chargée, une machette, des drapeaux de la France, et il a assassiné donc. Voilà. Il a été assassiné, alors une groupuscule nationaliste, fasciste, dit Marine Tondelier, la Brigade Patriote du Nord, effectivement. Un assassinat, en tout cas un meurtre, c'est impardonnable, c'est inexcusable, encore une fois, quelle que soit l'origine et le parti pris du bourreau. Nous ici, vous voyez, nous ne pratiquons pas l'indignation en géométrie variable, nous n'avons pas les bons bourreaux, les mauvais bourreaux, les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Nous ne pratiquons pas le mensonge par omission, contrairement à un certain nombre de gens qui feraient mieux de se regarder devant la glace. Mais alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a
qui m'a étonné. Elle parle, Marie Tondelier, on a retrouvé des éléments chez elle, des armes, etc., chez le domicile du meurtrier présumé, parce que, on a trouvé des drapeaux français, dit-elle. Alors attendez, on va prendre un peu de temps. Donc le drapeau français, si j'ai bien entendu, devient un des éléments de l'extrême droite fasciste. C'est-à-dire que si on met à sa maison, sur son balcon, et si on brandit un drapeau français, d'ailleurs c'était très intéressant la manifestation du 22 mars, de samedi dernier, il y avait pratiquement aucun drapeau français, et quand il y avait, ils étaient un peu en dehors de la manifestation, on a tous regardé les images. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une Marie Tondelier qui est sûrement quelqu'un de très sincère, comment elle peut dire dans la même phrase, on a trouvé des armes, on a trouvé des tas de choses, et on a trouvé des drapeaux français? C'est-à-dire qu'en disant on a trouvé des drapeaux français, ça veut dire que voilà la marque que c'était un fasciste à la droite d'Adolf Hitler. Depuis quand le drapeau français, par une espèce d'extraordinaire dérive et d'espèce d'extraordinaire décomposition à la fois mentale, intellectuelle ou je ne sais pas existentielle, devient le drapeau d'un parti, le drapeau des fascistes ou d'extrême droite? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, il y a un problème, encore une fois, venant de la part d'un leader politique. C'est pas un alcoolo de comptoir, c'est pas une brève de zinc. C'est une responsable politique qui dit on a trouvé des drapeaux français, et elle dit ça effectivement dans une espèce de sincérité, comme quoi oui, c'est comme si on avait trouvé des Kalachnikov, des AK-47 ou et des bombes et des cocktails Molotov. Donc quand on en arrive là, franchement, il y a à se poser un vrai problème sur la parole, sur la réflexion, sur la responsabilité de la parole et sur jusqu'où on va pour dire des choses. Si vraiment, dans la tête d'un certain nombre de gens, et je ne crois pas que c'est un lapsus là, ça n'a rien à voir avec ça, si le drapeau français devient le symbole de l'extrême droite, qu'on ne s'étonne pas que l'extrême droite devienne le symbole de majorité de Français. C'est ça qu'on veut? Eh bien sûrement pas. Et alors, si c'est pas ça qu'on veut, qu'on ne commence pas à mettre tous ceux qui se sentent français et qui n'en sont pas coupables et qui n'en sont pas honteux, ne les rangeons pas dans l'étiquette infamante et imbécile de l'extrême droite. Vraiment, ce serait la moindre des choses. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, c'est vrai, il a tellement raison, Julien Clerc, travailler c'est trop dur, vous pouvez pas savoir. Si vous voyez les mines de Maud Koffler, de Julien Delmas et de Manu, Galasso, qui font l'émission avec moi, vous savez, on est épuisé, on est fatigué, on est heureux d'être avec vous, et vous pouvez pas savoir à quel point, mais tous les jours, 2 heures en direct, c'est quand même assez dur. Et qui nous a donné l'exemple? Eh ben, je vais vous dire, nous avons eu la plus belle leçon. C'est un sonore qui date d'il y a au moins une trentaine d'années, je dirais, oui, un peu plus que ça. Voilà, c'était 1989 exactement. Et c'était dans l'émission Édition spéciale sur Antenne 2. Et quelqu'un, je ne vais pas vous dire qui, vous allez essayer de deviner, mais je pense que vous trouverez assez facilement. Quelqu'un nous parle effectivement de son sort. Je rappelle qu'il est sorti 8e de l'ENA, de l'École nationale d'administration en 1980. Il intègre la Cour des comptes et s'est investi en politique. Il a enseigné l'économie à Sciences Po jusqu'en 91. Évidemment, payé, aux frais des contribuables. Et puis, il est devenu député en 1988. Il est devenu député. Donc, notre interlocuteur, celui que vous allez écouter maintenant. Et donc, en 89, je rappelle, il parle librement de ses revenus de haut fonctionnaire dans l'émission Édition spéciale sur Antenne 2. Vous allez voir, c'est une grande leçon de choses. Écoutez. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref,
je serai totalement libre, je serai un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Voilà, et vous l'avez tous reconnu bien sûr, c'est François Hollande bien sûr, avant bien sûr de devenir président de la République, magnifique. Alors moi je dirais que je ne sais pas s'il a été un président normal comme il le voulait, mais quelle franchise en 1989, formidable. Et ça, c'est vraiment, ça en dit long, surtout sur l'état de la France, sur les dépenses publiques, sur comment on peut vivre tranquillement. Vous voyez, il faut faire, voilà, tous, je vous dis à tous, dites bien, vos enfants, faites l'ENA, vous intégrez la Cour des comptes ou autre institution vénérable, vous enseignerez l'économie, vous ferez tranquillement votre boulot, et puis si vous êtes fatigué, eh bien vous prendrez le temps, hein, voilà. Ça s'appelle les dépenses de l'État, ça s'appelle les dépenses publiques, et c'est tellement bien montré, et vraiment moi je salue François Hollande pour sa franchise, tout est dit, parce que rien n'a changé depuis 1989 et même depuis bien avant. En revanche, on verra si par les territoires, on peut peut-être renouveler la chose. On le verra tout de suite après les informations. Si vous souhaitez participer à l'émission, poser une question en direct, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et puis pour réécouter l'émission et tous ces entretiens, rendez-vous sur le site internet, sur YouTube ou sur Spotify. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Révolution par les territoires. Il y avait longtemps qu'on ne parlait plus de révolution, remarquez, on parlait que réforme, vous savez. Rappelez-vous, Louis XVI, c'est une réforme, sire, non, c'est une révolution, non, c'est une révolte, sire, non, c'est une révolution. Là, c'est même pas révolte, mais révolution. Effectivement, une réponse française aux défis du monde. C'est le livre que viennent de publier Frédéric Salabarou et Éric Hazan aux éditions de l'Observatoire. Et franchement, je l'ai reçu et je trouve que c'est important dans cette espèce de fracas des étiquettes, dans cette espèce de fracas où le monde est en train d'être bouleversé, et vous en parlez très bien dans votre introduction, et où les mots ont changé de sens, les sens ont changé de mots, où effectivement on voit les plaques tectoniques bouger à une vitesse assez extraordinaire. Vous dites alors qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait nous Europe, et surtout qu'est-ce qu'on fait nous France? Bonjour Éric Hazan. Bonjour André Berkoff. Alors vous êtes expert en transformation numérique, vous êtes donc co-auteur avec Frédéric Salabarou de cette révolution par les territoires qui vient de paraître encore une fois aux éditions de l'Observatoire, ce qu'on dit, et puis effectivement, vous posez la question, d'ailleurs, vous commencez par parler par le désarroi, c'est vrai que les gens ne savent plus où ils habitent, au sens presque proche du terme, perte des repères, transformation totale de l'économie, vous remontez d'ailleurs assez loin, vous parlez du Sud global face à l'Occident, des BRICS, des USA face à l'Europe, et puis vous parlez de quelqu'un, de Simone Veil avec un W bien sûr, la philosophe, et parler du réenracinement, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, effectivement, aujourd'hui, alors qu'un humoriste hongrois disait il n'y a pas si longtemps, Dieu a créé le monde, aujourd'hui c'est les Chinois, qu'est-ce que nous on peut faire là-dedans? Quelle est votre voie de sortie? En tout cas, il n'y a pas de remède miracle, d'ailleurs vous ne prétendez pas avoir un remède miracle, mais vous dites on peut faire quelque chose, l'horizon n'est pas totalement bouché. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, ce qu'on a cherché à faire, c'est à comprendre comment on peut repositionner la France sur la scène économique mondiale, tout en finalement améliorant la qualité de vie des gens. Mmh. Et ça part d'un diagnostic et d'une conviction. D'abord, le diagnostic, c'est la souffrance. C'est le sentiment de déclassement des classes moyennes. C'est la perte de sens du travail. C'est finalement la relégation de ces classes moyennes dans les territoires. Donc cette souffrance, finalement, on l'a diagnostiquée comme beaucoup, mais on se dit qu'il y a peut-être une opportunité historique avec la technologie, avec les mutations du travail,
d'utiliser tout cela pour redonner de l'autonomie réelle au territoire, redonner du pouvoir politique aux gens, de la proximité sur les services du quotidien, et faire en sorte qu'il y ait un vrai projet local où les gens finalement reprennent leur destin en main et peut-être reprennent un peu espoir en la démocratie. Et retrouver du sens, enfin quelque part, c'est un peu ça. Absolument. Mais alors justement, parce que jusqu'à présent, il faut bien dire que les choses ne sont pas allées en ce sens, vous le dites vous-même, vous l'écrivez vous-même dans votre livre, et le moins qu'on puisse dire est que de promesses de référendum aux promesses de référendum de citoyens et autres, de gilets jaunes en revendications diverses et variées, tout se passe comme si, en tout cas, les gens étaient démunis. Tout se passe qu'on leur dit, écoutez, attention, attention, il y a eu le Covid, il y a la guerre, ou il y aura la guerre, il y a le réchauffement climatique, il y a ceci, cela. Vous avez peur, restez chez vous, on s'occupe de vous. C'est vraiment l'inverse de ce que vous préconisez en ce moment. En tout cas, je ne parle pas de tel ou tel président ou autre, mais on a l'impression que tout se passe vraiment comme si on disait aux gens, allez, c'est la peur, c'est le management par la peur, restez, enfin, ne bougez pas, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Oui, nous pensons que les gens ont raison d'être en colère. D'abord, on a ressuscité un vieux mot qui est l'économisme. C'est finalement l'optimisation de toute politique au travers d'une seule variable, qui est la variable économique. Alors évidemment, on jette pas l'économie avec l'eau du bain. On pense que dans le capitalisme a sorti les gens de la misère dans les 250 dernières années un peu partout, formidable. Mais on a optimisé un peu tout, c'est-à-dire le développement local, l'aménagement du territoire, mais aussi toute politique sociale et culturelle au travers de cette variable d'optimisation de l'économie. Et ça, c'est insuffisant. Et donc d'ailleurs, quand on regarde finalement ce que disent des sociologues comme Marc Auger, ils disent les territoires sont devenus des lieux de passage. Donc c'est un peu comme si les citoyens regardaient passer devant eux des semi-remorques, etc. Comme si on avait pulvérisé leurs lieux, pulvérisé les racines culturelles et sociales. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas fait ça avec malveillance. On a fait ça parce qu'il fallait recréer de la croissance depuis les années 80 et on a oublié qu'il n'y avait pas qu'une seule variable à optimiser et qu'il fallait que les gens puissent être enracinés. C'est d'ailleurs ce que dit Simone Veil que vous citiez en introduction. Elle a écrit ce livre, L'enracinement, en 1943 à Londres pour le général de Gaulle et elle dit en fait les ouvriers, le peuple, les classes populaires, évidemment les classes moyennes dont on parlera sans doute tout à l'heure, ont besoin d'être enracinés parce que sinon, le capitalisme qui a des qualités, en fait, pulvérise les racines des gens. Et d'ailleurs, vous mettez le général de Gaulle au centre du village, j'allais dire, et non pas l'église, mais enfin l'église gaulienne, le genre du village, où vous rappelez que ça a été très important, lui, au sortir de la guerre, au sortir de 45-46, l'ardente obligation du plan, il fallait reconstruire tout ça, les 30 glorieuses, et vous dites à ce moment-là, il a fait ce qu'il fallait, il a fait le job, on peut le dire. Oui, absolument, mais on revient aussi à De Gaulle en 69. Parce qu'au moment où il s'en va finalement, il cherche à faire passer une réforme qui est une des premières formes de décentralisation. Et il parle d'ailleurs de malaise des âmes. Et finalement, le malaise des âmes ne s'est pas complètement, ça vous aura pas échappé, complètement résorbé. Et donc, dire, oui. Voilà. Et donc, entre De Gaulle en 69, mais aussi Pierre Mendès France en 62 avec la République moderne, mais aussi Rocard en 66 avec décoloniser la province, il y a finalement un consensus un peu apolitique sur le fait que les territoires et les gens dans les territoires doivent avoir la main sur leur destin. Alors justement, vous dites ça, les gens des territoires, et vous en parlez très bien. Je rappelle pour nos éditeurs, pour les hommes et les femmes de Sud Radio et les résidents de Sud Radio, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour vous poser vos questions, intervenir avec Éric Hazan. Mais justement, est-ce que là, je dirais que vous parlez en girondin, en décentralisateur. Simplement, il faut bien dire que la tendance forte, De Gaulle lui-même, d'ailleurs, n'y a pas échappé, mais beaucoup avant De Gaulle et après aussi, les Jacobins ont quand même du grain à moudre, c'est-à-dire que la centralisation ne s'est pas arrêtée en France. Pourtant, justement, je voulais vous avoir votre avis. Il y a eu en 82-83 les fameuses lois de décentralisation, mais est-ce que, et c'est la question que je me posais en lisant votre livre, où il y a vraiment beaucoup de choses et que je recommande, votre livre, est-ce qu'il n'y a pas eu la prolifération de petites baronnies, de petites royautés qui en fait n'ont pas donné le pouvoir
au territoire au vrai sens du terme, mais ont peut-être multiplié le millefeuille, ou en tout cas l'épaissi en petite souveraineté. Alors, vous savez, d'abord le jacobinisme, qui en oppose au girondisme, donc le jacobinisme, la centralisation, ça a eu des vertus. Mais on change de contexte, on change d'environnement, macroéconomique, géopolitique, et donc peut-être qu'il faut remettre la réflexion sur le métier. Donc on pense que le centralisme est à bout de souffle. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une thrombose de l'État à bien des égards. C'est-à-dire que il s'agit pas, par exemple, de donner. Non, mais globalement, on a l'impression que les administrations travaillent comme des dingues. Mais qu'elles ont du mal à gérer la complexité du pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque échelon administratif, qu'on parte de l'Europe et qu'on aille à l'échelon local, finalement, n'est peut-être pas suffisamment spécialisé sur là où il a le plus de valeur. Et donc, si je reprends ça, l'État national se concentre sur le régalien. Donc là, il a totalement plus de valeur. Au niveau local, on sait bien que les services du quotidien, seraient optimisés si l'éducation, la santé, l'aménagement du territoire étaient gérés par les gens qui sont directement concernés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité au niveau des régions et des départements d'optimisation, d'arbitrage, de péréquation. Au niveau global, on voit bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'Europe commence à comprendre que elle vit un déclassement technologique par rapport aux autres zones géographiques, rapport Draghi et autres, et qu'elle a besoin d'investir dans la défense, d'investir dans la technologie. Donc là, il y a un vrai travail pour que l'Europe nous rende compétitifs en collaboration avec l'État national. Donc un peu comme les 4 chevaux de Ben-Hur au début du film, à la fin du film, pardon, on est obligé de répartir finalement les différents échelons. Chaque cheval ayant sa spécificité. Voilà, sa spécialité, son impact. C'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qui nous manque. Mais alors justement, parlons-en. Comment peut-on le faire ? C'est-à-dire, quand vous dites, rappelons d'ailleurs, c'est important sur la base, vous dites donc l'État central doit s'occuper du régalien. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous incluez dans le régalien ? La diplomatie, la compétitivité du pays, l'économie. L'économie, mais l'économie, on a besoin aussi de développement économique local. Donc, vous voyez, l'idée c'est pas d'exclure l'État, et d'ailleurs sa vision stratégique doit inspirer le pays. Souvent d'ailleurs, c'est ce qui est important. L'État doit donner la vision stratégique, et ensuite il doit y avoir des façons différentes mais coordonnées de pouvoir déployer cela. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas tout à fait rester dans un système où les territoires se voient confier une partie des compétences et où l'État continue de définir des objectifs et les moyens en conservant la main sur les moyens. C'est un petit peu ça qui se passe. Et donc, pour le moment, pour le moment, la situation réelle de la France, c'est que c'est l'État qui tient pratiquement. Oui, c'est pas encore une fois, c'est pas de la malveillance. C'est c'est juste que à un moment, les solutions seront mieux trouvées au plus proche des problèmes des gens. Alors justement, mais pour trouver les solutions les plus proches des problèmes des gens, encore faut-il qu'il n'y ait pas, et je reviens à cela, mais c'est important, des baronnies qui au fond reproduisent les schémas de Matignon, de l'Élysée et de l'État régalien, parce qu'il est là le problème. Sinon, votre livre, et comme d'autres, restera un vœu pieux. C'est vrai, sur le fond, on est d'accord. Enfin, moi, je trouve votre livre très intéressant parce que il dit, voilà, il faut quand même revenir à la base, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles ? On va en parler tout de suite après cette petite pause. Quels sont effectivement le moyen de passer de ce souhait, et de ce souhait important, à l'actualisation, à l'incarnation ? Comment peut-on faire ? Parce que c'est là le problème. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes avec Éric Hazan, qui a écrit avec Frédéric Salabarou « Révolution par les territoires, une réponse française aux défis du monde » aux éditions de l'Observatoire. Mais justement, on en parlait, alors, très bien, révolution par les territoires, mais comment ? Et c'est vraiment le comment qui est important. L'analyse est très importante, et vous la faites très bien. Mais justement, on parlait des baronnies, on parlait des fiefs, si vous voulez. Alors, et certes, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, ni avant la Révolution, mais quand même, est-ce que... pourquoi je vous parle de ça ? Juste un mot, Éric Hazan, parce que j'étais dans le Lot, pour pas le nommer, non
non pas avec le préfet du Lot, c'était un ancien préfet qui n'était pas, d'ailleurs, qui n'a pas exercé dans le Lot, et qui disait, oui, mais vous comprenez, la décentralisation, c'est très bien, mais nous, on veut agir sur tel ou tel plan, on ne peut rien faire, parce que là, ça dépend du département, là, ça dépend de la commune, là, ça dépend de la région, et puis voilà. Et donc, cette espèce de millefeuille, alors vous dites dans votre livre, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, il s'agit de les réunir. Alors, comment ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je réponds sur les baronnies en deux mots, parce que vous avez raison, dans tout système, il y a des qualités et des inconvénients, et quand on dit on va décentraliser, il y a un risque, parce que les humains sont des humains, il y a un risque de reconstitution de baronnies. Et donc là, il y a plusieurs réactions et plusieurs réflexions. D'abord, pour le coup, l'État, les régions, mais l'État aussi, doivent être des cordes de rappel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut que... Presque un contre-pouvoir. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on donne du pouvoir, mais on contrôle. Donc il y a un contrôle qui doit se faire, et qui est un contrôle national ou régional. Et puis, il y a un autre concept qu'on met en œuvre dans le livre, qui est le fait de rendre compte. Et ça nous paraît extrêmement important. Évidemment, on est pour une forme de décentralisation assez forte, vous l'avez compris, on l'a même appelé hyper décentralisation, mais les citoyens, en plus de participer à la décision, doivent aussi pouvoir, entre guillemets, censurer leurs élites. C'est-à-dire, ils doivent pouvoir, finalement, on doit pouvoir, entre guillemets, chaque élu doit pouvoir venir devant les citoyens régulièrement, présenter, rendre compte de la façon dont il a administré les services du quotidien, la santé, l'éducation, etc. Et de quelle façon ça ? Est-ce que ça devrait être une obligation, par exemple, annuelle, je ne sais pas ? Ça pourrait être une obligation annuelle de rendre des comptes et de publier des comptes. Donc, en fait, et il ne s'agit pas seulement de comptes financiers, vous l'avez compris, mais l'idée, c'est que il faut qu'il y ait une vision stratégique au niveau de l'État, il faut qu'il y ait une vision stratégique aussi au niveau de la région, du département. Donc, que ça soit transparent, que les deals, quels qu'ils soient, disent voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on a engagé, voilà... Oui, on propose ça, on propose une forme de dialogue, une forme de transparence, une forme de compte, entre guillemets. Et puis on propose aussi que les conseillers départementaux et régionaux, en fait, qu'on élise nos deux conseillers, on va dire, locaux, et qu'il y en ait un qui soit à la fois départemental et régional pour accélérer la coordination entre régions et départements. On propose une vraie autonomie de santé et d'éducation au niveau des départements et des régions. Pourquoi ? Parce que optimiser pardon d'utiliser un mot anglais, mais le staffing d'un hôpital ou d'un lycée ou d'un collège, c'est plus facile au niveau d'une région. Et qu'aujourd'hui, on est sur des mécaniques nationales qui rendent les choses extrêmement compliquées. Donc, on dit il faut faire descendre la décision, tout en garantissant la communauté des programmes d'éducation au niveau national, les diplômes, etc. Mais par contre, descendons la décision là où on peut être vraiment utile. Alors justement, descendons la décision, mais par exemple, sous quelle forme le rendez-vous entre les élus départementaux, régionaux, communaux ou autres, vous les voyez sous quelle forme, concrètement ? Ça peut revêtir quelle forme ? Dans le quotidien des gens. Est-ce que c'est, par exemple, sur Internet, aujourd'hui, on a toute la technologie pour ça, c'est pas à vous que je l'apprendrai. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on va faire un audit, eh bien, vous aurez l'audit. En fait, c'est un peu les copropriétaires de la maison. Ils se réunissent avec leur syndic. On propose une transparence, évidemment, digitale, une présentation formelle dans les assemblées locales, régionales, nationales. On propose aussi la possibilité pour les gens de pouvoir lancer des référendums d'initiatives locales. Ça c'est très important. Que les gens aient la possibilité eux-mêmes, en étant par exemple, d'électeurs. Voilà, à partir d'un certain seuil, évidemment. C'est ça. Mais la possibilité de se saisir d'un problème qui leur tient à cœur. On propose tous ces éléments-là pour que les gens n'aient pas seulement l'impression, mais aient vraiment le pouvoir d'influer sur leur destin. Et c'est ça qui est en fait pour nous une forme de fracture entre les élites et le peuple. Finalement, on entend beaucoup dans les territoires, eux et nous. Bien sûr. Voilà, eux c'est Paris, je sais pas quoi, l'administration, les etc. élites, les élites. Ouais. Mais en fait, on est tous eux et nous, vous voyez, à certains égards. Mais en réalité, il faut que les gens reconnectent avec leur potentiel de décision.
Alors justement, oui, vaste programme, mais c'est vrai, important, mais justement, Reconnect, au moment où vous voyez, on parlait hors antenne, vous en parlez dans le livre, des autorités régionales de santé, les ARS, vous parlez par exemple, on pourrait dire, tous ces problèmes de normes, on va en parler aussi, et puis ces problèmes, je me rappelle avec une discussion qu'on a eue ici à Sud Radio, dans mon émission, où par exemple, on constatait que la forêt, il y a 3 institutions qui s'occupent de la forêt. C'est-à-dire cette espèce de duplication, d'incroyables, enfin, je dirais, hologrammes qui se multiplient les uns les autres, avec et pas seulement pour ce que ça donne économiquement, avec les dépenses publiques. Vous en parlez dans votre livre. Comment faire ça aussi? Ça fait partie de cette simplification nécessaire. Vous savez, à chaque fois qu'on regarde le millefeuille territorial, y compris à la Cour des comptes, on a l'impression que le problème, c'est les territoires. C'est-à-dire qu'il y a trop de dépenses, etc. En réalité, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en décentralisant réellement la décision, on va simplifier. Voilà. Ouais. On va beaucoup simplifier. Parce que la décision va se prendre là où elle est réellement utile. Et ensuite, il y a besoin de coordination, de cordes de rappel, de contrôle, de contre-pouvoir, comme vous le disiez. Mais ça prend moins d'efforts que de prendre la bonne décision au bon endroit. Ensuite, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on parle de social, quand on parle d'action économique, quand on parle de culturel, quand on parle d'aménagement du territoire, et à l'intérieur d'aménagement du territoire, de biodiversité, d'eau, d'environnement, de décarbonation, eh bien, à chaque fois, vous avez quasiment un interlocuteur différent, et parfois 3 interlocuteurs. Et donc ça, on a besoin de simplification, pour éviter que les gens deviennent complètement fous. Parce qu'ils ne savent plus à qui s'adresser. Enfin, Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie délégation de compétences entre les mains des échelons qui sont réellement en charge. Voilà, c'est ça l'idée. Comment, alors, justement, Éric Cazan, on ferait ça comment? Qu'est-ce que ça signifie politiquement de faire ça? Je veux dire, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais les conseillers sont ceux qui indiquent la voie. Qu'est-ce qu'on... Politiquement, je dirais politiquement au sens large du terme, il s'agirait de faire quoi? Alors, vous voyez, je reprends cet exemple des 4 chevaux de Bénure. Donc, on reprend les échelons. Voilà. Ouais. À l'échelon local, c'est plutôt le maire, a priori. On a besoin d'un projet local. Donc, un projet local, c'est quoi? C'est un projet qui est fait avec les citoyens et les élus, mais qui embrasse tous les sujets que je vous ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire pas seulement un plan local d'urbanisme, mais aussi l'aspect social, culturel, etc. Il y a des exemples dans d'autres pays. Nous, on cite pas mal l'Italie dans le bouquin, parce qu'il y a des urbanistes italiens qui ont beaucoup travaillé, qui eux-mêmes parlaient de pulvérisation du lieu, qui ont beaucoup travaillé à Turin, mais aussi à Matera, qui est une ville superbe en Italie, qui était dans la misère il y a quelques années, et grâce au numérique et au culturel, ils ont complètement renouvelé le positionnement. On peut implanter, vous le dites d'ailleurs, le numérique et le culturel, on peut implanter des start-up, ou des sociétés dans n'importe quel endroit. Oui, l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, on en parle pas mal, est une opportunité. L'intelligence artificielle dans les territoires, c'est le moyen de ne pas avoir une deuxième fracture numérique, en fait. Il faut décentraliser. D'ailleurs, il y a un rapport au Sénat qui vient de sortir qui dit exactement ça. Donc, l'idée, c'est qu'à l'échelon local, il faut qu'on ait un projet local. Voilà. Ça commence comme ça. Au niveau des régions et des départements, il faut qu'on organise les services publics du quotidien, mais qu'on les organise à cet échelon-là. Donc il nous faut un vrai pouvoir réglementaire au niveau des régions et des départements, et il s'agit d'avoir une autonomie forte, avec encore une fois des contre-pouvoirs, mais une autonomie forte sur la santé, l'éducation et le développement économique. Voilà. Et ça, il y a un certain nombre de régions et un certain nombre de départements qui font ça un petit peu sans le dire. C'est-à-dire qui disent, ils discutent entre communautés de communes, régions, départements, ils disent, je te délègue cette compétence. D'accord. Voilà. C'est toi qui vas faire. Ils se disent, toi tu gères ça et moi je gère ça. Ils s'arrangent, et ils s'arrangent bien. Mais l'idée, c'est justement d'utiliser ces bonnes pratiques qui existent partiellement et de les généraliser. Et puis ensuite, on se le disait, l'État, c'est vraiment le régalien, mais aussi une idée de déconcentration des administrations, parce qu'il s'agit de revitaliser les territoires en mettant des compétences. Et puis d'ailleurs, le travail hybride et la technologie peuvent nous aider aussi à ça, on le dit dans le livre. Et puis là, quand on remonte à l'Europe, on est plutôt sur la politique industrielle, l'innovation, la compétitivité, et peut-être un petit peu moins sur les normes. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est les quatre chevaux, non pas de l'Apocalypse, mais de Ben-Hur. Effectivement, on va continuer de parler de tout cela après cette petite pause, parce qu'encore une fois, les moyens, et puis on a parlé de l'Europe. Effectivement, est-ce que ce n'est pas l'Europe aujourd'hui qui tient toutes les rênes? On va en parler tout de suite. Et ce manque de repères, et ce manque effectivement de savoir où on va et d'orientation, ce dont on parle aussi Frédéric Salabarou et Éric Cazan
dans Révolution par les territoires. Nous sommes avec Éric Hazan. Et justement, Éric Hazan, vous parlez en perte de repères, etc. Parce que ce que vous désignez là, c'est quand même une certaine classe moyenne. D'ailleurs, il faut réfléchir à ce que veut dire cette classe moyenne, qui est en train, en ce moment, de s'effilocher, voire, je ne dirais pas de disparaître complètement, mais là aussi, c'est vraiment la mesure de ce qu'on a perdu. Et vous en parlez aussi, parce que il y a l'économie, et c'est fondamental, mais il y a les racines, il y a la culture, il y a les traditions, l'enseignement, et puis il y a le futur. Tout ça est en train de perdre vraiment son sens, et c'est pas nouveau. Comment il se fait que cette classe moyenne arrive à être, j'allais dire le dindon de la farce, mais en tout cas la variable d'ajustement de ce qui est en train de se passer? Écoutez, on en reparlait tout à l'heure, l'économisme nous a globalement privés de nos racines. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc on a optimisé une seule variable et on a oublié, encore une fois sans malveillance, mais avec des conséquences très claires, on a oublié finalement, en particulier dans les territoires, mais aussi un peu partout, on a oublié notre environnement social-culturel pour être finalement, je veux pas caricaturer, mais pour nous robotiser un petit peu et être parfaitement efficace dans l'économie mondiale. Donc c'est bien d'être efficace dans l'économie mondiale, mais la mondialisation, la science sans conscience, comme disait Rabelais, ça n'est que ruine de l'âme. Oui, sauf qu'on n'est même pas efficace dans les mondialisations. Alors, on peut pas dire que la France soit aujourd'hui, hélas, elle l'a été, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, c'est un choix plutôt global dans tous les pays développés. On l'a été. Effectivement, en France aujourd'hui, on est 4 fois moins productif que les États-Unis. On est globalement, on a connu on a notre poids dans le PIB mondial a été divisé par 2 dans les 40 dernières années. Donc il y a quand même un déclassement du pays d'un point de vue économique et d'un point de vue puissance. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, on a beaucoup de ressources. On a beaucoup de richesses, on a beaucoup d'atouts, sans compter qu'on a, par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, on a énormément de scientifiques de très haut niveau en France qui sont français. Il suffit de regarder les articles sur le sujet qui sont publiés aux États-Unis, vous verrez qu'il y a 5 noms français. Donc, on a un contexte, on a énormément de ressources ici. Et on engage quand même une partie, parce qu'on engage dans les territoires. Alors je reviens à ça une seconde. Oui, alors... D'abord, vous disiez tout à l'heure qu'il y a cette souffrance, et donc nous, dans le livre, on parle pas de classe moyenne, on parle de classe majoritaire, parce que finalement, le sel de la démocratie, c'est les classes populaires et une partie des classes moyennes. Bien sûr. Et il y a une moitié des classes moyennes qui sont en forme de en voie de précarisation. Voilà. Donc on est là-dedans. Il faut 6 générations aujourd'hui pour passer des classes populaires à la classe moyenne en France et en Allemagne. C'est dans ces 2 générations. Et c'était combien avant? C'était à peu près au moment où globalement on avait une meilleure mobilité sociale, c'est-à-dire en gros dans les années 70, c'est à peu près la moitié. Donc on a perdu tout ça. On est dans un enquistement finalement de la mobilité sociale. Il y a même des gens qui ont écrit sur le descenseur social, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a même avec la précarisation des classes moyennes, quelque chose qui est en train de se passer autour de ça. Mais la souffrance, je vous donne quelques exemples parce que c'est assez finalement stressant. Il y a un quart des Français qui disent avoir supprimé un repas. Un quart, voilà. Il y a dans les 20 dernières années la proportion des gens dans les classes moyennes justement qui disent j'allais au restaurant régulièrement et j'allais jamais au restaurant et passer de 8 à 25%. Ceux qui disent qu'ils y allaient, que 25% des Français disent n'aller plus jamais au restaurant. Ok, 19% des gens y allaient souvent. Il y a plus que 8% des gens qui disent qu'ils y vont souvent. C'est pas la livraison à domicile qui fait bouger ces lignes-là. C'est vraiment les difficultés. Et il y a à peu près, dans les 20 dernières années, encore une fois, 23% des gens, il y a une vingtaine d'années, disaient moi, je fais attention je renonce à des soins médicaux, ce qui est déjà beaucoup. Maintenant, on est à 30%. Voilà. Donc ça, c'est la souffrance des classes moyennes. Non, mais c'est un véritable appauvrissement. C'est une prolétarisation des classes moyennes, je dirais. Oui, et alors, quand on regarde ça et qu'on va dans les territoires, vous avez les invisibles de la République, comme le disait une auteure connue récemment. Les invisibles de la République, c'est 60% des jeunes des territoires qui disent « Ah, mais je pourrais faire ces études-là, mais ça va être compliqué, je les fais pas. » Voyez. Et quand on va vers Xavier Jaravel, qui est le nouveau président du Conseil d'analyse économique, un jeune économiste très brillant, il a écrit un livre qui s'appelle Marie Curie habite le Morbihan, et lui, il parle de Lost Einstein.
Il dit les gens qui veulent étudier les sciences ou qui veulent être inventeurs dans les territoires, en fait, ils n'ont pas les moyens de se développer. Donc Einstein, c'est Einstein qu'on assassine. Comme Einstein qu'on a perdu. C'est Mozart qu'on assassine. Voilà, c'est Mozart qu'on assassine. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'on rate des compétences. On rate aussi, comme vous le disiez, des savoir-faire. C'est-à-dire que finalement, il y a un lien organique entre les gens et l'endroit où ils habitent. Et ce lien organique, parce qu'on a justement pulvérisé un certain nombre de lieux, eh bien on l'a perdu, y compris dans l'aménagement du territoire, y compris dans les cultures, etc. Donc voilà, il s'agit de... C'est pas un repli identitaire stupide ce qu'on propose, c'est vraiment un réenracinement des gens. Les gens ont droit à une bonne vie là où ils vivent. Oui, en fait, et puis ils sont obligés de partir alors qu'ils n'ont pas forcément envie de partir, quoi. Voilà. C'est ça aussi, oui. Et nous pensons qu'il y a une opportunité historique, grâce à la technologie en particulier, de recréer, finalement, de revitaliser les territoires. Ce que vous voulez dire, alors, si je comprends bien, Éric Hazan, ce que vous voulez dire avec Frédéric Salabarou et votre livre, Révolution par les territoires, vous voulez dire qu'on peut, aujourd'hui, créer énormément d'emplois, quand je dis emploi, pas au sens économiste du terme, mais emploi au sens existentiel du terme, dans territoires qui sont considérés comme des déserts médicaux, déserts d'emploi, déserts de ceci, déserts de cela, et vous dites qu'on n'a pas mis assez la technologie, la modernité technologique au centre du village, c'est le Absolument. Cas de le dire. Moi, je discutais avec un maire d'une ville que je vais pas citer, mais qui est une des 235 sous-préfectures de France. Une des 235 sous-préfectures, voilà. Ouais, et il me disait, moi, je suis prêt à accueillir un data center. Donc, voilà. Donc on dit que il va y avoir des rappelez data center. Un data center, c'est-à-dire un endroit où on stocke des données pour pouvoir faire du numérique, de l'intelligence artificielle. Moi, j'accueille un data center demain. Voilà. Et donc, on a besoin de cette décentralisation globale, y compris technologique. Il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Elinor Ostrom et qui parle de mondialisation distribuée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on décentralise, y compris la technologie, on décentralise le pouvoir, on décentralise la politique pour que les gens puissent avoir effectivement des emplois et une vie économique localement. Et on peut le faire aujourd'hui. Et ça, vous dites très franchement, parce que c'est très bien, c'est faisable ? On peut le faire. C'est faisable. On peut le faire à cause de la technologie ou grâce à la technologie. Bon, est-ce qu'on pensait, aujourd'hui, il y a 30% des gens qui font du travail hybride. Qui font du travail hybride. 30% des gens. C'était 5% avant le Covid. Vous voulez dire télétravail. Ou présentiel, quoi. Télétravail. C'est ce qu'on appelle, oui. Qui font du 3+2 ou 2+3, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils travaillent 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine. Évidemment. 30% des gens en France. Oui, en France. D'accord. Ok, c'est près de 40% aux États-Unis. Donc on est dans un écosystème où les gens aujourd'hui ont une nouvelle vision du travail. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça, mais on peut revitaliser les territoires en créant, par exemple, c'est ce qui se passe dans le sud-ouest aujourd'hui, on crée des tiers-lieux. C'est quoi les tiers-lieux ? C'est quoi ? C'est des endroits, c'est un peu comme des endroits où on peut venir se connecter à son entreprise qui est à Paris, et on travaille localement. Alors je sais pas, moi on vit à Arkang, qui est une superbe ville du Pays Basque, et bien on fait quelques kilomètres, on va à Biarritz ou à Dax, on va bosser là, ça, et on voilà. Dans une espèce de bureau où se retrouvent des gens de différentes entreprises. Ça, c'est une tendance qui est significative. Voilà. Mais est-ce qu'elle aujourd'hui en France, on peut dire qu'elle est en train de gagner du terrain ou Ce qui gagne du terrain simplement, c'est le télétravail, et qui s'est stabilisé à un niveau qui est suffisamment significatif pour qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est une vague absolue ? Non, mais vous ajoutez à ça la possibilité, donc encore, si on a une bonne couverture technologique, numérique, de la fibre, etc. Si on a finalement de la couverture mobile aussi. Si on a tout ça, si vous ajoutez à ça la possibilité aussi de décentraliser l'intelligence artificielle dans les territoires et un certain nombre d'entreprises qui travaillent là-dessus, eh bien, vous avez finalement la possibilité de bénéficier des investissements qui vont être faits de toute façon dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est une opportunité, c'est pas le centre de la discussion, mais c'est une opportunité réelle de développer de l'emploi, et ça va avec la réindustrialisation. Ça vous a pas échappé qu'avec ce qui se passe du point de vue géopolitique, il y a réimportation d'un certain nombre d'industries sur le territoire européen. C'est ce que essaye de faire Trump, les BRICS, la Russie, tous, enfin tout le monde. Alors sur le territoire européen, est-ce que justement l'Europe joue son rôle? Enfin, l'Europe, la Commission européenne, je ne parle pas de l'Europe en tant que telle. L'Union européenne, la Commission européenne joue leur rôle ou pas encore assez sur ce que vous venez de dire, l'implantation, la technisation, utilisation.
efficace de l'économie, du numérique, etc. Vous savez, c'est une décision publique, mais c'est une décision privée aussi beaucoup. C'est-à-dire que les industries aujourd'hui qui ont senti un risque très important sur leur chaîne de valeur, sur leur chaîne logistique pendant le Covid, aujourd'hui se disent, dans les tensions géopolitiques actuelles, je ne peux plus avoir tous mes œufs entre guillemets dans le même panier. Donc je peux plus avoir un seul fournisseur en Chine sur tel ingrédient. Je ne peux plus dépendre uniquement des livraisons qui viennent de telle autre zone géographique. Donc j'ai besoin, certes, ça réplique quelques coûts, mais j'ai besoin de répliquer ma chaîne logistique dans différents endroits. Ça, c'est en cours dans pas mal d'industries. On sait bien que plus de 60% des implantations d'usines futures de production de l'industrie pharmaceutique vont être faites en Europe. Parce que c'est trop dangereux de les avoir ailleurs. Ouais, ils ont compris que s'il y avait une crise, le paracétamol et tout ça entièrement en Chine, vaut mieux l'avoir pas trop loin. Voilà, exactement. Vaut l'avoir pas trop loin. Mais vous voyez, on est dans un contexte où, si je reviens à ce qu'on disait sur les territoires, les gens étouffent un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, voilà. Il y a une sensation d'enfermement. Et donc, nous, on voudrait recréer des degrés de vie, de liberté, en leur redonnant du pouvoir, en les réimpliquant. Et puis, finalement, en leur expliquant aussi que, dans le contexte actuel, c'est un peu ce que Michael Sandel, qui est un philosophe américain, appelait la tyrannie du mérite. On explique à tout le monde que quand on veut, on va avoir du succès, etc. C'est pas complètement faux, évidemment, qu'il faut se prendre en main dans la vie. Bien sûr, il vaut mieux. Mais on crée une perte d'estime de soi qui est phénoménale. Parce que, en réalité, si on a réussi, si les gens qui réussissent, c'est parce qu'on les a aidés. Ils ont rencontré un prof de bon niveau. C'est parce qu'on les a aidés. Est-ce qu'il ne faut pas quand même si aide-toi et le ciel t'aidera? Non, bien sûr. Quand même, bien sûr. Pas oublier ça, parce que ils disent j'ai pas été aidé, donc j'ai rien fait. Attention. C'est parce que l'écosystème, vous voyez, en France, on a quand même la gratuité de l'éducation et tout un tas de choses. Normalement, voilà. Aujourd'hui, l'ascenseur social est en panne, mais nous voulons recréer de la méritocratie locale, identifier les talents dans des territoires, leur donner l'opportunité, justement, parler des invisibles de la République, leur donner l'opportunité de faire les études auxquelles ils ont droit, de les pousser vers la vraie valeur ajoutée, les vraies compétences dont le pays a besoin. On oublie un certain nombre de gens, on laisse, entre guillemets, croupir plutôt que de les amener au plein potentiel. Non seulement on laisse copier, on va en parler justement, on va parler des valeurs, parce que je crois que c'est extrêmement important, parce que le problème c'est pas que seulement qu'on les laisse croupir, c'est qu'on leur donne en disant mais travaillez pas, ça sert à rien, etc., etc. Enfin, il y a aussi ça qui passe. Je ne dis pas que c'est voulu par un gouvernement quelconque, mais il y a ce côté, mais écoutez, tout ça c'est pas la peine, ça sert à rien. Vous savez, on fera le travail pour vous. Hein. N'oubliez pas les paroles de Yuval Harari et des conseillers de Schwab et compagnie. Il y a 20% des gens qui servent à quelque chose, les 80%, bon, ben, on va pas les tuer, mais allez, on n'a pas vraiment besoin d'eux. Oui, ça a été dit par des caciques. Donc on va parler de tout ça juste après cette petite pause. Et n'oubliez pas, 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Révolution par les territoires, vœux pieux ou réalité possible. On en parle avec Éric Hazan, co-auteur de ce livre dont c'est le titre, avec Frédéric Salabarou, et c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Maud, je crois que nous avons une... Oui, vous avez un appel de Claude, qui vient de Perpignan. Oui. Bonjour Claude. André, bonjour à vos invités, merci pour les thèmes que vous traitez. Moi, je partage tout à fait ce qui a été dit. Une de mes dernières fonctions quand j'étais actif, c'était justement le développement économique local. Donc je comprends tout à fait, mais je voudrais simplement ajouter un regard en disant, tout à l'heure, votre intervenant a parlé de chacun doit pouvoir accéder aux formations auxquelles il peut prétendre, etc. Je voudrais qu'on insiste bien sur le fait il l'a dit aussi d'ailleurs, qu'il faut des formations qui sont utiles pour le développement et pour le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trop d'administrateurs et de financiers et de commerçants et pas assez d'ingénieurs. Et je crois qu'il faut former des ingénieurs et des ingénieurs femmes, parce que les deux sont accessibles, c'est-à-dire des gens qui comprennent, qui analysent les faits et puis qui après construisent des systèmes et qui produisent. Oui,
Éric Hazan. Écoutez, je vais complètement dans ce sens. Vous savez, en France, et c'est déjà très bien par rapport à plein d'autres pays, on a 25 diplômés de sciences techniques d'ingénierie pour à peu près 1000 habitants. En Chine, c'est 47. Ah ouais. En Israël, c'est 40. D'accord. Donc, si on veut prendre la vague technologique qui est en cours, la vague de l'intelligence artificielle, que cette fois, on ne souhaite pas rater. Il faut qu'on ait une masse critique, effectivement. Alors, on a des gens de très bonne qualité, mais pas en volume suffisant. Donc, il faut booster, effectivement, les formations scientifiques. Et pas ça seulement, serait booster donc dans l'éducation, booster dans l'orientation, etc. Absolument. Et là encore, quand on parlait d'Einstein perdu tout à l'heure, l'idée c'est on a besoin d'identifier les compétences, pas seulement les compétences scientifiques, mais aussi les compétences scientifiques un peu partout, y compris dans les territoires, pour donner aux gens qui ont envie d'occuper ces métiers la possibilité de les occuper et la possibilité d'être formés. Donc c'est une question finalement de compétitivité nationale, parce que dans le monde dans lequel on est, qui est ce monde de l'intelligence artificielle, où on se dit peut-être que dans 5-10 ans on aura un tiers des tâches dans le travail des gens qui sera automatisé. Oui, dans ce monde-là, un tiers des tâches, ça veut dire un chômage accru, en tout cas dans un premier temps, il faut le dire aussi. Alors pas forcément, parce que en fait la population active diminue, on vieillit, il y a plein de gens qui sortent, etc. Donc on va, ça va être de la productivité. En tout cas, un tiers des tâches vont être automatisées normalement. Voilà. Enfin, et en fait, on veut que l'intelligence artificielle se déploie, parce que c'est ça qui va nous amener de la croissance. Si on l'a pas, les autres zones géographiques vont nous dépasser. Et donc pour faire ça, il faut former suffisamment. On a besoin d'un plan Marshall de la formation pour que les gens qui occupent des emplois sachent travailler avec un copilote machine, et les gens qui sont plus jeunes se forment aux nouvelles technologies. Ouais. Alors justement, par rapport à tout cela est bel et bon, mais il faut des valeurs, il faut la transmission de valeurs, on en a parlé. Que devient, si vous voulez, moi, je vous écoute, je suis un homme politique conscient, et je suis un homme politique qui veut le bien de son pays ou de sa population. Il y en a, il faut pas non plus, hein. Bien sûr. On va pas être découragé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous attendez, vous, hein, vous êtes, je rappelle, vous êtes expert sur la transformation numérique et l'impact des technologies. Vous accompagnez les entreprises dans leur grande transition. Frédéric Salabo, je rappelle, a été ancien secrétaire général de la présidence des Républiques, avocat. Mais vous, alors, qu'est-ce que vous êtes devant un politique? Je parle à un politique qui a pouvoir de décision, pouvoir d'orientation. Qu'est-ce que lui dites qu'il faut qu'il fasse? Le plus urgent, ou en tout cas le plus vital, disons, parce que c'est vital. En fait, vous voyez, quand les gens aujourd'hui sont interrogés pour dire quel est le niveau de leur morale, ils répondent par un seul mot. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès récente. Ils répondent par le mot fatigue. La moitié de la population française répond par le mot fatigue. Ah oui, on leur dit, ah oui, vous rendez votre morale, et ils répondent fatigue. Moi, je suis fatigué. D'accord. Voilà, je suis épuisé. Oui, c'est encourageant pour l'avenir, voilà. Ça. Hein. Et évidemment, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est une forme d'étouffement, d'enfermement. On parlait de là où se concentre la croissance tout à l'heure. Il y a 7 villes en France qui concentrent les 2 tiers de la croissance. 7 villes, les 2 tiers de la croissance française sont concentrés dans 7 villes. D'accord. Et en Europe? En Europe, c'est 48 villes, 48 zones urbaines qui concentrent plus de 50% de la croissance. Je rappelle qu'on est 400 millions d'habitants et un peu plus en Europe. Oui. Donc, en fait, on ajoute de l'activité sur de l'activité. Alors, une ville, ça a une logique économique. C'est moins cher de mutualiser un certain nombre d'infrastructures. Mais on est à un moment où d'abord les gens étouffent. Ensuite, le logement a extrêmement augmenté, et donc c'est plus possible pour un couple de jeunes cadres en région parisienne ou en région bordelaise de se loger correctement, etc. Donc on a la possibilité, en fait, de revitaliser une partie des territoires avec des compétences qui veulent vivre décemment. Donc il y a tout ça qui est en train de se passer. Ensuite, ce sentiment d'étouffement, on parlait de précarisation des classes moyennes. Je voudrais revenir au diagnostic et à finalement ce qui se passe aussi bien dans la ceinture de
de rouille, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire les grandes villes et les grandes régions industrielles, mais aussi dans le nord de la France. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus. Alors, de manière intéressante, le vice-président actuel de Donald Trump, Jill Evans, avant de devenir homme politique, il a écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle Hillbilly Elegy, c'est-à-dire éloge des ploucs quand on le traduit de manière un peu brutale. Et il disait quoi ? Il disait: si vous pensez que travailler dur paie, alors vous travaillez dur. Mais si vous pensez qu'il est impossible d'aller de l'avant, même si vous faites des efforts, alors à quoi bon en faire ? Et donc, on en est là. On en est là. On en est là. Alors, il y a plein d'autres gens qui ont écrit là-dessus. D'une manière un peu moins polémique, Nicolas Mathieu a eu le prix Goncourt avec Leurs enfants après eux. Ça raconte une histoire de précarisation et de difficultés dans le nord de la France, dans une ville fictive. Voilà. On en est là. Les classes majoritaires sont rentrées en martyrs. Et donc, ce qu'on dit... Alors, je vais pour vous parler de valeurs, alors je vais citer une petite citation de Mendes, France, qu'on cite en tête du chapitre 2 de notre livre, si vous m'y autorisez. Allez-y. Voilà. Parce qu'elle dépend essentiellement de la volonté des citoyens, parce qu'elle suppose un effort permanent, la démocratie n'est jamais acquise. Et c'est donc, clair. Si vous voulez, le message, entre autres, du livre, c'est de dire, il faut écouter. Voilà. Il faut écouter et puis il faut agir. Et il faut agir. Encore une fois, si on se contente d'écouter, comme vous dites, le temps passera et on se demandera où on est parti. Je voudrais dire justement, il faut lire ce livre, mais je crois que c'est adressé aussi aux lecteurs et aux hommes et aux femmes politiques, pas seulement politiques, à l'élite. Parce qu'il faut rappeler à l'élite aussi qu'elle a des droits, mais qu'elle a aussi des devoirs. Et qu'elle n'a pas à s'enfermer dans sa cage dorée, ou plus ou moins dorée. Et je crois qu'effectivement, si révolution il y a, parce que vous parlez, vous, d'une révolution paisible et vous la souhaitez, nous aussi, mais si elle n'est pas paisible, elle sera peut-être autre, et ce sera peut-être beaucoup plus violent. Ce n'est pas ce qu'on espère. Voilà. Merci Éric Hazan, et je rappelle donc Révolution par le territoire, une réponse française au défi du monde, pardon, pas au délit du monde, mais enfin aussi aux éditions de l'Observatoire. Et encore une fois, imagination, action et réaction. Et pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site internet de Sud Radio, sur YouTube, sur Spotify. Et puis n'hésitez pas à suivre André Berkoff sur ses réseaux, notamment X et Instagram.